Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré au programme européen Be Good. Comme vous le savez, ce webinaire est le premier d'une série de 4. Le programme a duré 6 ans et nous n'aurons pas trop de 4 lundis matins durant ce mois de mars pour en découvrir le détail et surtout pour en tirer, avec les acteurs du projet, des enseignements qui seront utiles à tous. Le programme Be Good est un programme Interreg qui a été lancé en 2016. Il repose sur la recherche d'opportunités pour développer des activités à partir de l'open data. Nous allons détailler ensemble la manière dont ce programme a été mis en œuvre dans le département du Loiret, avec le conseil départemental d'une part, et la métropole d'Orléans d'autre part. La séquence d'aujourd'hui vous permettra de comprendre la genèse et les enjeux de ce programme. 3 autres webinaires serviront à détailler des problématiques spécifiques, les modalités de partenariat public-privé avec de la data au service de l'innovation, un partenariat atypique avec un géant numérique, en l'occurrence Google et les données de Waze, et des questions liées aux limites de l'open data pour notre dernier webinaire. Mais pour aujourd'hui, je reçois 4 invités qui ont participé à ce programme, côté collectivité et côté partenaire européen. Je reçois Christian Braud, vice-président du département du Loiret, Slim Turki, partenaire technique du programme, représentant le LIST, Luxembourg Institute of Science and Technology, Sandrine Gérard, directeur des services au territoire du département du Loiret, et Nadine Poisson, directrice du développement numérique et de la ville intelligente, direction mutualisée entre Orléans Métropole et la ville d'Orléans. Avant de leur laisser la parole, je vous précise que ce webinaire est enregistré pour pouvoir être diffusé sur la chaîne YouTube du programme. Je vous précise aussi que nous garderons une dizaine de minutes en fin de rencontre pour répondre à vos questions. Vous pouvez d'ailleurs les poser durant la table ronde dans le chat. On va les conserver ou sinon les conserver pour la fin de la séquence. Mais pour démarrer et pour nous resituer, nous replacer au début de ce programme Be Good, je vous propose de visionner un petit film qui nous ramène 6 ans en arrière. La France continue de subir des pluies importantes, Nelly. Avec un département qui est en alerte rouge, 5 en orange. Le Loiret est toujours dans une situation jugée préoccupante. L'alerte rouge y est d'ailleurs maintenue. C'est Montargis qui a les pieds dans l'eau ce matin, de l'eau qui a envahi les rues du centre-ville. Lucie Chaumette, vous êtes sur place avec Martin Cangelosi pour attester de la situation. Oui, effectivement, et vous allez le voir sur les images de Martin Cangelosi. Regardez tout autour de moi, cette rue, elle est inondée. Et la preuve, regardez ce garage, on ne peut même pas l'ouvrir, on ne voit même pas le sol, tellement il y a de l'eau. Ici, plusieurs centimètres, et c'est monté encore un petit peu cette nuit. Nous, on était sur place hier soir et on voit un petit peu la différence quand même. Et puis, cette rue, elle est complètement inondée. Pourquoi ? Parce que le Loing, cet affluent de la Seine, se trouve en parallèle. De l'autre côté, il déverse, il est sorti de son lit. Toute l'eau est arrivée dans les jardins. Il y a quasiment 1 mètre dans les jardins. On s'y est rendu hier soir, et puis l'eau qui ensuite est arrivée dans les maisons et qui ressort, regardez, par tous les orifices, notamment dans ce garage blanc là, c'est le cas, vous le voyez, l'eau qui ressort et qui se déverse dans la rue. Et c'est comme ça, petit à petit, depuis hier, en milieu de journée, en 2-3 heures de temps, l'eau est montée très rapidement pour atteindre quasiment le niveau que vous voyez actuellement. Et au fond de la rue, certaines personnes, vous le voyez aussi, n'ont pas eu le temps de retirer leur voiture, cette voiture qui est coincée, qui a été bougée par l'eau aussi, elle est désaxée. Et puis au fond de la rue, il y a aussi une clinique qui a été évacuée hier soir pendant plus de 2 heures par les pompiers, parce que 59 personnes s'y trouvaient, les pompiers qui y ont accédé à l'aide de barques. Tout est encore donc très compliqué, même si le pic de crue est passé. Il faut faire très attention quand on se déplace dans la rue, parce que des bouches d'égout ont pu se désolidariser du sol à cause de la pression de l'eau. Attention donc aux trous qu'on ne voit pas, parce qu'il y a beaucoup d'eau dans ces rues. Voilà, alors nous revoici plusieurs années en arrière, en 2016, et nous allons tout de suite passer la parole à Christian Braud. Christian Braud, bonjour. Vous êtes vice-président du département du Loiret, mais vous avez été aussi vice-président de la métropole d'Orléans, et vous êtes d'une certaine manière la mémoire de ce projet, car vous le suivez depuis l'origine. Vous avez également été maire de la commune de Saint-Cyr-en-Val,
Et je vais vous poser tout de suite une première question. Pouvez-vous nous raconter un petit peu la naissance de ce projet Bigoud en lien avec le petit film que nous venons de voir? En 2016, qu'est-ce qui pousse la métropole d'Orléans et le département du Loiret à candidater pour être un territoire du programme Interreg Bigoud? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner la parole pour ce projet Bigoud. Effectivement, vous avez vu le film tout à l'heure sur les inondations subies au niveau du département, au niveau de la métropole d'Orléans par nombre de communes. On attendait les inondations de la Loire et finalement, ce fut des inondations venant de nombreuses petites rivières suite à un épisode de pluie qui a duré très très longtemps et toutes ces rivières ont débordé et amenant eh bien, des difficultés importantes au niveau des communes, comme la mienne par exemple, mais de l'ensemble des communes et au niveau de la métropole. Nous sortions d'un projet déjà Interreg sur les inondations et la résilience des villes, Flood Resilient City. Et donc, il y avait un nouvel appel à projet contacté par nos partenaires historiques. Et on s'est dit, oui, là, il y a une opportunité parce qu'il faut trouver des réponses dans des situations de crise comme celle-ci. Quelle réponse je peux apporter, quels éléments je peux apporter aux habitants dans des événements pareils. Le matin, on se lève, on est maire, on est interpellé, on est réveillé et il faut prendre des décisions sur la circulation. Toutes les circulations sont bloquées. Les parents veulent amener leurs enfants à l'école et ne savent pas, ne connaissent pas l'existence, quand ils partent de chez eux, peut-être ne connaissent pas l'existence d'inondations dans le cœur du village. Et donc, tout le monde se trouve coincé, ne pouvant accéder. Toutes les routes sont bloquées de partout. Et donc, c'est cet manque d'information, de pouvoir transmettre l'information rapidement avant que tout le monde ne converge vers les mêmes endroits, ne peuvent aller au travail. Comment faire pour transmettre cette information? Et ça a été réellement à l'origine du projet, de notre implication dans ce projet et de proposer un sujet de réflexion, un sujet de travail pour pouvoir assurer une continuité de circulation. Merci, c'est extrêmement intéressant de voir qu'on part d'une situation particulière. On y reviendra, je crois, avec les intervenants qui vont vous suivre dans quelques instants, d'une situation très particulière et très concrète pour parler de gestion des données. Parce que concrètement, le programme Bigoud repose sur la gestion des données et plus précisément la manière de générer des usages de la valeur avec des données. Et c'est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui, d'où l'intérêt et l'importance de cette série de webinaires aussi, avec une ouverture vers un certain nombre de problématiques que nous connaissons en 2022. Mais en 2016, le sujet était beaucoup moins bien identifié, que ce soit par les administrations publiques ou aussi par les élus. Et j'ai envie de vous poser une question un petit peu directe, c'est comment est-ce que vous êtes devenu, d'une certaine façon, un élu référent, hier à la métropole d'Orléans, aujourd'hui au département du Loiret, en matière de gestion des données? Or, référent en matière de gestion des données, c'est d'une part eh bien, la confrontation à des situations comme celles que j'ai vécues en tant qu'élu, mais c'est également mon côté professionnel où j'ai eu à travailler avec les systèmes d'information pendant nombre d'années. Et donc, c'est pour cela que l'information m'a paru importante et le travail au niveau de la métropole, au niveau du département, faire utiliser, croiser, combiner les données m'ont paru importantes pour pouvoir répondre à ces questions et proposer donc une application
qui puisse être opérationnel, facile à utiliser pour tous les administrés de la métropole et du Loiret dans son sens large. Merci beaucoup. Je pense qu'on reviendra vers vous tout à l'heure. Nous allons maintenant donner la parole à Slim Turki. Bonjour, vous êtes chercheur, vous travaillez sur des enjeux liés à la gestion des données depuis le début des années 2000 et vous êtes parmi les pionniers de l'open data en Europe puisque vous avez participé à des travaux de recherche sur l'utilisation des données ouvertes et leur valeur dès 2012. Je rappelle que les principes de l'open data que nous connaissons, c'est-à-dire des données publiées gratuitement, accessibles à tous et dans des formats directement exploitables, ont été imaginés en 2007. Et en France, l'open data a débuté très concrètement en 2010 avec quelques administrations pionnières. Alors, vous représentez l'Institut de sciences et de technologie du Luxembourg, qui a eu un rôle de support technique et méthodologique au sein du programme BIGOOD. Pouvez-vous d'abord, en quelques mots, nous présenter ce programme ? Bonjour à tous d'abord et merci pour l'opportunité de parler BIGOOD. BIGOOD, c'est un projet Interreg Northwest Europe avec 7 partenaires. Le consortium est porté par le ministère des Infrastructures et de l'Environnement des Pays-Bas. Donc, c'est des partenaires de France, de Belgique, de Luxembourg, d'Écosse et d'Irlande. Et l'idée de BIGOOD est de trouver des solutions innovantes basées sur les données pour des problématiques locales ou des défis locaux, mais aussi de développer un écosystème autour de ces solutions et trouver des modèles économiques de préférence soutenables pour que cette collaboration entre public et privé perdure au-delà du projet. Nous avons donc au niveau du projet 11 défis. Donc au niveau européen, certains sont intéressés à la maintenance, à optimiser la maintenance des infrastructures, à la qualité de l'air et à la circulation, à la traçabilité des eaux usées, par exemple, dans certains cas. Dans le cas des challenges du Loiret et de la métropole, donc nous avons eu 3 défis. Le premier, c'était la continuité de trafic. Le deuxième, c'est la découverte du patrimoine. Et le troisième était la sécurité routière, qui seront abordés au fur et à mesure des présentations aujourd'hui et des différents webinaires. Merci de ce premier panorama. Est-ce que l'on peut maintenant peut-être rentrer dans le détail et nous expliquer un petit peu comment est né ce programme, pourquoi cette stratégie européenne autour des données ouvertes, les attentes et puis les différents points clés qui ont conduit des territoires, dont le Loiret et Orléans, à se positionner. D'accord. Alors, pour ça, il faut se replonger dans l'univers de 2015-2016. C'est l'époque où les pionniers en open data commençaient à se rendre, que ce soit des villes ou que ce soit des entités nationales, commencent à se rendre compte de la limite de la logique de fourniture de données, organiser des hackathons n'allait pas suffire à générer la valeur promise à partir des open data. À cela s'est rajouté, et donc il fallait une approche plutôt proactive d'animation, de stimulation, de la réutilisation, de la génération de valeur. Ça a été donc, et 2015-2016 aussi, on a un contexte réglementaire européen qui est très favorable, à savoir qu'on a la directive européenne pour l'ouverture des données de 2013 et aussi la directive européenne de 2014 sur la passation des marchés publics, qui introduit notamment 2 instruments qui sont les partenariats d'innovation ou les concours. Donc, ils me permettent plus de souplesse pour s'adapter au développement ou à des partenariats publics-privés où on tolère le risque et la capacité de négocier et de s'adapter au fur et à mesure du processus. Pour revenir au défi de Loiret et de la métropole, qui était la continuité de trafic. Il y a aussi le phénomène open data et catastrophes naturelles. Si on se souvient bien, en 2005, l'ouragan Katrina aux États-Unis était un cataclysme naturel et humanitaire, mais a aussi stimulé un mouvement de collecte de données des acteurs indépendants
se sont agrégés, se sont organisés pour collecter, pour répondre au manque de communication entre les différents niveaux hiérarchiques territoriaux, par exemple, ou de différentes administrations. Et cet esprit-là qu'on retrouve aussi avec le challenge ou le défi continuité de trafic. Juste pour l'anecdote, le premier jour du lancement du projet, le 1er juin 2016, on était à Bruxelles, le Loiret était sous l'eau. Donc, cette convergence de plusieurs phénomènes facilitants ont stimulé, ont rendu ce défi vital et aussi ont permis d'abolir beaucoup de barrières et de créer une énergie magnifique que j'ai pu constater au fur des années. On peut revenir là-dessus, mais ça a été une magnifique expérience sur ce plan-là. On pourra aller pour le détail plus tard si vous voulez. On y reviendra et puis on y reviendra également avec différents acteurs Oui. dès la séquence d'aujourd'hui, mais également dans les 3 webinaires qui vont suivre. Alors, vous avez eu un rôle particulier dans ce programme. Le LIST est un partenaire technique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Quel a été votre rôle auprès des différents défis? Parce que vous n'êtes pas intervenu qu'auprès du défi qu'on vient d'évoquer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce rôle de partenaire technique, ce que vous avez fait et puis peut-être ce que vous n'étiez pas non plus? Alors, nous sommes un centre de recherche publique. Nous essayons au maximum de rester indépendants dans notre recherche et dans notre positionnement. Donc, nous avions dans Bigoud un rôle transversal, à savoir qu'en nous fournissions du conseil indépendant, que ce soit méthodologique ou technique. Ça pouvait être des données à libérer ou à agréger, ça pouvait être la passation de marché, de l'accompagnement, ou de comment stimuler l'écosystème. Nous avions aussi ce rôle de collecte d'enseignement ou de bonnes pratiques, ce qui nous permettait aussi de parler à tout le monde et de façon franche et d'avoir accès à la matière, de vivre les défis de chaque équipe, les difficultés auxquelles elles font face, de recueillir les enseignements. Donc, ce rôle de pouvoir parler à tout le monde nous amenait à notre dernier rôle qui était facilitateur de la collaboration, de la coopération transfrontalière. Étant donné que nous avions accès à peu près aux informations de tous les défis, nous pouvions rapprocher les gens et pouvoir que des challenges travaillent ensemble. Voilà. Nous étions comme les autres partenaires, donc financés à titre au même taux. Mais Voilà. merci beaucoup. Je pense que c'est intéressant et important. Parmi les personnes qui nous suivent aujourd'hui, certains ou certaines ne sont peut-être pas familiers des programmes européens. Et c'est vrai que ce rôle de partenaire technique est essentiel pour le déroulement du programme. On aura l'occasion certainement d'y revenir dans l'analyse ensuite qui va nous être présentée. Alors, pour rentrer dans le détail maintenant des différents défis qui ont été portés sur ce territoire, nous allons écouter Sandrine Gérard. Vous êtes la directrice des services au territoire du département du Loiret. Vous accompagnez les communes dans l'élaboration de leurs projets et vous avez suivi le projet Bigoud pour le département du Loiret depuis l'origine. Est-ce que vous pouvez nous parler dans le détail maintenant de ce premier défi du programme, celui qui a été consacré et qui est toujours consacré à la continuité du trafic? Bonjour à tous. D'abord, j'aime bien qu'on dise directeur et pas directrice, mais c'est un détail. Après, oui, je vais rentrer dans le… Alors, Christian Brou en a parlé tout à l'heure. La continuité de trafic, le premier défi, c'est vraiment une demande politique qui fait suite aux grandes inondations qu'on a connues en 2016. Christian Brou l'avait vécu, il en a témoigné depuis la commune de Saint-Cyr-en-Val et Orléans Métropole. Et moi, j'ai été directement confronté à ça, puisqu'on était en 2016 en préfecture dans la cellule opérationnelle avec le préfet, les gendarmes, les pompiers. Et l'anecdote que je peux citer pour vous replonger un peu dans cet événement, c'est que à la table arrive le SAMU, ou le représentant du SAMU au centre opérationnel qui vient me demander en tant que département du Loiret comment je peux… j'ai une personne âgée qui vient de se casser le col du fémur, elle est à la Ferté-Saint-Aubin, je dois rejoindre l'hôpital régional, par où je passe?
Et donc, on respire un grand coup. Et puis moi, je lui dis, ben, moi, je sais qu'à tel endroit, la route départementale, elle est coupée. Et par contre, je ne peux absolument pas vous guider sur l'état de la route communale quand vous allez sortir de la RD, etc. Voilà. Donc, il y avait cette méconnaissance et cette impossibilité, et Christian Brou en a parlé, de guider à la fois l'usager, ça c'est important pour un maire, mais aussi les services de secours et tous les services opérationnels. Donc ça, c'est vraiment… donc nous, on l'a vécu service au sein du code préfectoral. Et ensuite, après les inondations, c'était vraiment une demande politique de tous les conseillers départementaux, avec Christian en pilote, de dire il nous faut une solution et on ne peut plus revivre ça, parce que ça a posé tout un tas de problèmes, ce problème de circulation. Et comment arrive la volonté, la démarche de s'appuyer sur de la data pour répondre à ces questions? Parce qu'on peut imaginer plusieurs types de solutions. Encore une fois, on est en 2016, on n'est pas en 2022. Vous vous engagez immédiatement dans une construction de réponses par de la donnée? On s'engage sur une… Oui, parce qu'en fait, l'objectif de l'application, enfin du service qu'on voulait développer, c'est vraiment d'agréger toute la donnée possible produite par… Et on a su en même temps par le SAMU qu'eux avaient… ils ont ce système d'information, ils alertent quand il y a un problème sur une route. On voit que InfoRadar 45 aussi produit de la donnée, donc apporte une donnée supplémentaire, une information supplémentaire qu'il se passe quelque chose sur la route. Les pompiers aussi, nous sur le terrain, les services du département en inondation, quand ils se déplacent sur une route, ils peuvent signaler en temps réel qu'à partir de en GPS, etc., de signaler, et on peut agréger cette donnée. Et le sujet, c'est que la donnée, elle vient… on ne doit pas être aveugle et être que sur notre réseau départemental. Il faut avoir une donnée qui vient de l'ensemble du territoire et de toutes les routes. La donnée était importante. Oui. Merci. On va voir concrètement au fil de nos webinaires la façon dont tous ces partenaires ont su travailler ensemble et on verra dans le détail, y compris la manière dont tout ça a été ensuite orchestré par les collectivités, bien sûr, mais avec le concours d'entreprises du territoire. On verra dans le détail la façon dont le projet a été construit. Il y a un deuxième défi sur lequel vous vous êtes positionné dans le cadre du programme Bigood, c'est le défi Safer Road, consacré à la modélisation de l'accidentologie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous expliquer en quoi a consisté ce défi? Alors, le défi Safer Road, le premier objectif, c'est éviter les accidents sur la route. Pour nous, département, en charge de 3500 km de route. Pour le département, l'objectif, c'était à partir de la donnée, et il fallait la chercher, de voir si des accidents matériels récurrents pouvaient être annonciateurs d'un accident plus grave. On avait la connaissance de la donnée accident corporel, mais pas accident matériel. Donc ça, c'était notre objectif à nous, département. Est-ce que, accidents matériels récurrents vont aller corroborer un accident un peu plus grave plus tard? Et donc, l'objectif, c'est d'intervenir avant que ça arrive sur l'infrastructure, aménagement ou signalisation. On avait un autre partenaire dans le projet, Safer Road, qui était la gendarmerie, dès le début, et qui était… Donc, l'intérêt pour la gendarmerie, c'était de prépositionner des forces. Donc d'avoir un peu une connaissance de ce qui se passe sur les routes, les accidents, quand est-ce qu'ils ont lieu, à quelle heure, dans quel lieu, pour voir, et c'est dans le cadre de la transformation numérique de la gendarmerie. Donc, on a eu la gendarmerie Orléans et la gendarmerie nationale qui a rejoint le projet très vite. Et puis, on avait un assureur dans ce projet Safer Road. Lui, son enjeu, c'est évidemment prévenir les accidents et avec l'arrivée, on peut le supposer, des voitures autonomes, de pouvoir jouer sur le comportement du conducteur, le comportement de la voiture elle-même, dès lors qu'on identifie des tronçons qui sont plus accidentogènes que d'autres. Voilà un peu le Safer Road, c'est ça, 3 partenaires au début, avec trois enjeux assez différents en fonction de leur mission et de leur métier. Allez-y. C'est bon, pardon. C'est bon, pardon. Pardon, eh bien, nous allons enchaîner avec les autres défis. Nous allons écouter maintenant Nadine Poisson. Nadine, bonjour. Vous êtes la directrice du développement numérique et de la ville intelligente
mutualisé entre Orléans Métropole et la ville d'Orléans. Et nous allons commencer par détailler avec vous le troisième défi, celui qui était porté spécifiquement par Orléans. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi consistait ce défi? Et puis, même question que pour Sandrine Gérard auparavant, pourquoi les données, comment tout ça a été mis en place à travers quelques points clés. C'est à vous. Bonjour à tous. Eh bien, merci de me donner la parole, Jacques. Eh bien, effectivement, la volonté d'Orléans Métropole dans ce défi était de travailler sur les domaines de l'environnement et du tourisme. Et donc, le défi a consisté, après une étude de marché, à créer vraiment ex nihilo un nouveau service numérique que l'on a baptisé Foxtrot, et qui s'adresse en fait à la population locale, mais aussi aux touristes, dans un double objectif. D'une part, de favoriser les déplacements doux sur notre territoire, à pied, à vélo, selon des itinéraires tout à fait personnalisés. Et ça, c'était la nouveauté dans ce défi. Et en même temps, eh bien, c'est de découvrir tous les charmes du territoire et notamment tout notre patrimoine naturel et touristique tout au long du parcours avec les différents points d'intérêt. Alors Foxtrot, en fait, c'est une véritable solution alternative au Google Maps qui valorise en fait le patrimoine local avec une quantité infinie d'itinéraires. Alors, l'utilisateur, l'usager a la possibilité de choisir 4 profils, nature, calme, terroir, tourisme, sur ses trajets quotidiens. Alors, cette solution Foxtrot a été développée par Eneo, la start-up Eneo, qui vient de Montpellier. C'est une solution 100% open source et ça a été un choix. Et vous aurez l'occasion d'avoir un peu plus d'informations techniques à ce sujet sur ces développements par cette start-up qui interviendra dans les prochains webinaires. Alors, les objectifs ont complètement été atteints par la métropole sur ce défi, puisqu'on a bien pris en compte les besoins exprimés par les citoyens locaux, et ça, c'était fondamental. Et aussi, on a respecté les exigences du programme BIGood, du programme européen, notamment sur la réutilisation de données. Parce qu'effectivement, comme on l'a insisté depuis le début de ce webinaire, la donnée a une place essentielle dans ces défis. Et au niveau de Foxtrot, eh bien, la data est véritablement importante sur toute la chaîne complète de la donnée, sur tout le cycle de la vie de la donnée. Et je dirais 3 choses essentielles autour de la donnée. J'insisterai sur la collecte. La collecte de données, c'est extrêmement important, aussi bien en interne, en externe, auprès des associations naturalistes, auprès des musées, auprès des producteurs locaux. On est allé sourcer de la data sur de multiples plateformes, des plateformes nationales comme Data Tourisme, des plateformes régionales, des plateformes locales. Et in fine, c'est toute cette richesse de la donnée qui a été sourcée qui permet de produire tous ces itinéraires personnalisés qui sont proposés aux usagers. Deuxième point important sur la donnée, c'est qu'effectivement, au travers de Foxtrot, ce défi, eh bien, on voit bien là tout le résultat concret de la réutilisation des données publiques ouvertes. Et pour nous, en interne, auprès des services d'Orléans Métropole, ça a été véritablement une source de motivation et d'acculturation, je dirais, à l'ouverture des données publiques. On a vu, en fait, tous les services ont vu tout l'intérêt et l'utilité, en fait, d'ouvrir de la donnée publique et de ne pas se limiter à simple ouverture, mais justement à sa réutilisation. Ça a été véritablement une belle vitrine. Et troisième élément clé, essentiel sur la donnée, je parlerai de l'ingénierie de la data, qui nécessite des compétences, de l'expertise vraiment spécifique. Et on a trouvé ça auprès de la start-up Eneo qui a mis tout son savoir au service de la métropole pour développer ce nouveau usage numérique. Alors, les points clés sur ce défi, qui sont aussi importants à mes yeux, c'est l'intelligence collective. Et Orléans Métropole, dans le cadre de la Smart City, il met un point d'honneur. Effectivement, la co-construction au début, en 2016, 2019, 2017, dès cette période-là, était extrêmement importante. Et la prise en compte et bien comprendre les besoins des usagers, ce n'est pas si simple. On souhaite toujours de faire des projets en mode participatif, mais en fait, ça ne se décrète pas, ça ne va pas de soi, ça nécessite véritablement
je dirais, des compétences, un travail à part entière qu'il faut faire avec les usagers. Et nous, à Orléans, nous avons la chance d'avoir un cluster d'innovation par les services, NECOE, qui nous a beaucoup aussi aidés. Deuxième point essentiel, eh bien, c'est une collaboration agile avec tous nos partenaires de Bigood et aussi évidemment la start-up Eneo. List, je dois le dire, nous a beaucoup accompagnés du début à la fin de ce projet et je dirais que leur aide a été véritablement précieuse tout au long de ce défi. Les compétences sont vraiment nécessaires. La donnée, c'est une chose, mais encore faut-il aussi avoir les compétences techniques et pluridisciplinaires pour pouvoir réaliser, pour attendre les succès qu'on a derrière ces défis. Et enfin, il faut dire que aussi, Foxtrot, pour nous, c'est un outil d'évaluation au service des politiques publiques parce qu'en fait, l'usage de ce défi, l'usage de cette solution génère à nouveau des données qu'on réutilise, qu'on met en forme sous la forme de tableau de bord au service des directions qui évaluent la politique publique et qui orientent l'action publique. Donc, on voit que cette innovation est véritablement très vertueuse. Donc, eh bien, vous aurez l'occasion, au travers des prochains webinaires, d'avoir le témoignage d'Eneo sur Foxtrot et qui pourra compléter en vous apportant vraiment des informations complémentaires sur cette innovation citoyenne et cette innovation technologique. Parce que le choix a été de faire non pas une énième nouvelle application, mais plutôt un algorithme qui s'intègre dans n'importe quelle application existante. Et ça, c'est vraiment un succès. Donc, moi, je retiens au travers de ce défi, le plus important, c'est qu'il faut réussir une expérimentation, mais il faut surtout passer à l'échelle. Et aujourd'hui, la solution est complètement opérationnelle au service du public. Et ça, c'est vraiment une réussite. Avant de faire le bilan, on a 3 webinaires pour cela. Je voudrais revenir sur un point que vous avez évoqué, Nadine, qui est l'articulation entre ce projet Bigood et les démarches entreprises par la métropole autour de sa stratégie de territoire intelligent. Vous avez évoqué des questions de compétences à mobiliser. Vous nous avez dit, lorsqu'on a préparé ce webinaire, que d'une certaine manière, le projet Bigood, même s'il part d'un projet en lui-même, a eu un rôle assez déterminant dans l'émergence d'une stratégie de la donnée pour la collectivité. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Encore une fois, je le redis pour l'ensemble de celles et ceux qui participent à ce webinaire, on va rentrer dans le détail, décortiquer un certain nombre de choses dans les 3 lundis qui vont suivre. Mais là, l'objectif ce matin, c'est de se replonger dans le panorama de 2016. Rappelons-nous tous, il y a 6 ans en arrière, sur la data, nous n'étions pas du tout dans la même situation qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins de collectivités engagées. Le Loiret et la métropole d'Orléans, sur un projet comme celui-là, faisaient figure de pionniers. Alors, comment est-ce que cette démarche engagée à l'époque a été intégrée à une politique publique d'ensemble, Nadine? Alors, en effet, vous avez raison, Bigood n'est vraiment pas du tout un projet isolé. Ça fait vraiment partie intégrante de la politique publique du numérique d'Orléans Métropole, de notre collectivité, cette politique publique est axée sur deux points essentiels, l'aménagement numérique du territoire et ensuite le développement des usages numériques. Et Bigood, dès le début de cette politique du numérique qui était mise en place à Orléans Métropole, ça a permis de concrétiser les ambitions de notre collectivité et les objectifs de la Smart City, avec ces 2 nouveaux usages, Via Pro et Foxtrot, dans le but de faciliter la vie quotidienne, Orléans, ma ville facile, et le fonctionnement des activités des services. Chez nous, et effectivement, dans notre collectivité, la politique du numérique doit aussi faciliter, optimiser l'activité au sein des services. Alors, Bigood également, ça a été à cette époque-là un projet déclencheur de la ville intelligente en 2016, parce qu'il a accompagné plusieurs choses. L'émergence de notre stratégie, parce que ce n'était pas évident à cette époque-là, l'ouverture du Labo, qui est un site, un accélérateur d'innovation qui aujourd'hui héberge une cinquantaine de startups. Et puis, Bigood a accompagné aussi l'ouverture de notre propre portail de données publiques, data.orléans-métropole.fr. Donc, il a été au centre de toutes ces nouveautés en 2016 et ça a été extrêmement important. Alors, en effet, Orléans Métropole, en 2017, s'est réunie avec une cinquantaine de personnes, du public, du privé,
pour réfléchir pendant une journée sur quelle Smart City on voulait en Orléans Métropole. Voilà, quels étaient les enjeux, les usages, qu'est-ce qu'on voulait autour de ça. Et Bigoud, eh bien, à ce moment-là, était déjà connu et il a été identifié comme un véritable projet majeur pour la ville intelligente d'Orléans Métropole parce qu'il s'inscrivait complètement dans les fondements, dans le socle de ce qui avait été défini par l'ensemble des participants sur la Smart City d'Orléans Métropole. Alors, les fondements, les principes un peu fondateurs de la ville intelligente ou du territoire intelligent de notre collectivité, ces trois choses. C'est une démarche orientée usager. La Smart City, c'est vraiment une ville humaine avant tout, pas une ville technologique. C'est une valorisation de la data. Effectivement, nos élus étaient très sensibles sur ces questions-là et voyaient tout de suite tout l'intérêt de réutiliser de la donnée pour créer du service. Et également, le troisième élément socle de la Smart City, c'est l'open innovation. Je vais reprendre assez rapidement ces quelques sujets. La data, effectivement, ça a accompagné Bigoud, Foxtrot, Viapro, ont accompagné l'ouverture de notre propre portail. Au démarrage, on a effectivement ouvert tous nos jeux de données sur le data.gouv et après, on s'est équipé de notre propre plateforme qui est mise à disposition des 22 communes membres. Et tout ça s'est fait effectivement dans le contexte de l'obligation des collectivités d'ouvrir les données publiques. Et donc, notre collectivité a fait le choix d'ouvrir des jeux de données lorsqu'il y avait déjà de la réutilisation, un intérêt, une utilité. Et ça, c'était extrêmement important pour nos services de montrer avoir l'intérêt et l'utilité. Merci Nadine. On reviendra certainement sur ces différents points dans le détail à travers les webinaires suivants. C'est un témoignage qui est intéressant également de montrer qu'un projet particulier alimente, irrigue une stratégie d'ensemble. Avant de passer aux questions des uns et des autres, je voudrais revenir, si vous en êtes d'accord, vers Monsieur Turki pour vous poser la question de votre regard en tant qu'accompagnateur technique de ce projet. On vient d'en présenter là à grands traits ce matin les enjeux, les objectifs, encore une fois immergés dans le contexte de 2016. Est-ce que, y compris pour nous mettre un petit peu l'eau à la bouche avant les webinaires qui vont approfondir les choses dans les prochains lundis, vous pouvez nous donner votre regard d'expert sur ces trois défis et puis sur peut-être leurs points forts en matière de gestion des données, de retour sur cet objectif fondamental du programme Bigoud, d'utilisation, de création de valeur à partir de la data. Et puis, parce qu'on est là pour faire aussi un exercice de bilan utile à tous, eh bien, il faut parfois, dans ce bilan, mettre en avant éventuellement les difficultés rencontrées, parce que vous étiez là aussi pour aider les partenaires à affronter des blocages et à affronter des difficultés. Alors, je dois d'abord reconnaître un coup de cœur pour continuité de trafic, parce que c'est mon préféré. Alors, juste pour être honnête avec tout le monde, ce qui a fait donc continuité de trafic qui soit si particulier pour moi, c'est que, comme je disais, il y a cette convergence d'intérêts sociétal. Tout le monde était d'accord, c'était qu'il y avait un problème, qu'il fallait le résoudre et qu'on était prêt à mobiliser tous les moyens pour le faire. Ça a débloqué des obstacles, ça a neutralisé des petites guéguerres. Donc, pour citer Sandrine, Marina, Vanda et Edith de Nextrérité ont été à un moment le moteur d'une dynamique, en fait. C'était ça ce qui était intéressant. L'open data était là comme outil, mais il y avait cet écosystème qui s'est créé autour du défi. C'est-à-dire de faire le tour des administrations et dire « Bonjour, on cherche tel type de données, mais vous aussi, quel type de données pourrait vous intéresser ?» C'était presque un marché de données, un marketplace improvisé qui s'est créé à travers l'open data. On n'avait pas besoin de transactions, on avait juste besoin d'ouvrir. C'était ça. C'était tous les niveaux hiérarchiques qui pouvaient travailler ensemble. Il y avait l'appui politique, il y avait tout. Et aussi, ça a été
une superbe rencontre avec Nextérité. Je pense que cette rencontre, je pense que Sandrine confirmera, si on n'avait pas utilisé le concours, ça aurait été probablement un acteur classique qui aurait pris le marché. Mais avoir une start-up d'une certaine maturité a apporté beaucoup de choses à ce défi. Et voilà, c'est cette dynamique constructive qui était très intéressante. Après, c'est un défi qui a rencontré pas des problèmes au sens, qui aurait comment dire, par exemple, gérer l'urgence, entre gérer de l'urgence et la vie quotidienne, trouver un modèle économique viable pour une opération d'urgence. Donc, on a dépassé les problèmes techniques et de données pour aller plutôt vers des problèmes de durabilité ou de soutenabilité de la solution. Donc, il nous a élevés à un niveau intellectuel et, autre. Donc, le Safer Road, lui, il a fait face au problème. On a l'envie, on a un problème, mais on ne sait pas vraiment comment l'appréhender. Les données sont là, mais pas là, pas de la bonne qualité. Et donc, c'est peut-être presque un peu tôt par rapport au timing et l'environnement n'est pas encore favorable. Tout le monde concède que le problème des accidents est important, qu'il y a des choses à faire, mais on n'a pas encore les outils. Et on l'a vu en comparant avec les autres projets. Là, la chance, on avait un petit peu des données désagrégées, mais la majorité des pays ne publient que des données, des statistiques compilées qui ne vont pas loin. Entre les deux vient le Foxtrot, qui est entre les deux. Voilà, on va vers plus de vie, comment dire, durable, vers un développement durable dans un milieu urbain. Et c'est l'équilibre entre l'impulsion donnée par l'urgence, donc, techniquement, c'est faisable. Il y avait de la volonté politique et sociétale de faire quelque chose autour du vert, de mieux vivre dans la cité. Et c'est presque la situation d'équilibre qui est presque le pattern de développement à partir des open data. Voilà. Merci beaucoup. Avant de laisser la place aux questions, aux réponses, avec deux manières pour poser des questions. J'en profite pour le dire à l'ensemble des participants, soit dans le fil du chat, soit vous levez la main et puis on distribuera la parole dans quelques minutes. Est-ce que l'un ou l'autre de nos intervenants souhaite réagir ou compléter ce qui a été dit ? Alors, peut-être pour lancer les questions, je vous propose de revenir vers M. Brault. Nous sommes aujourd'hui 6 ans après. Nous sommes dans une phase un petit peu de bilan. On va avoir 3 webinaires qui vont rentrer dans le détail des modes opératoires. Comment est-ce que l'innovation s'est mise en place, notamment dans la relation publique-privée ? Comment est-ce que le partenariat s'est installé sur de la donnée avec des acteurs de tailles différentes et on aura un focus, je crois, très intéressant et tout à fait original et assez inédit, je le pense, avec un représentant de Waze. Nous travaillerons également sur les enjeux de la valeur née de l'open data et pourquoi est-ce que ce programme, parmi d'autres aujourd'hui, nous amène sans doute à penser que l'open data ne se suffit pas et que d'autres formes d'échange et de partage de données sont en train de naître. Vous, de votre côté, 6 ans après, comment est-ce que vous analysez la manière dont les collectivités territoriales, que ce soit la mairie dont vous étiez le maire, une commune de petite taille, marquée par ces inondations que nous avons évoquées en début de webinaire, une métropole ou un département, comment est-ce que vous analyser le parcours de ces collectivités en matière de gestion des données à travers ce programme BeGood? Quels sont les points que vous souhaitez mettre en avant? Alors, le parcours des collectivités, l'appréhension des collectivités de l'utilisation des données, elle est variable entre collectivités. Il est clair qu'une collectivité comme le département ou comme Orléans Métropole a plus de culture
sur cette utilisation. Et par contre, une petite commune comme la mienne et comme d'autres qui ont été touchées par les inondations ou qui sont confrontées à une situation de crise, eh bien, c'est pas le premier réflexe. C'est pas la culture. Et une application comme celle qui a été développée concernant la continuité de circulation, ou même l'application développée pour la promotion du territoire, promotion touristique un peu plus, ou sur l'accidentologie, a un intérêt pour changer cette culture, faire évoluer cette culture de l'utilisation de la donnée au sein de collectivités, y compris les petites collectivités. Merci, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a parmi les participants des questions, soit sur ce qui vient d'être dit, soit peut-être par anticipation? On va faire en même temps un peu de teasing sur l'un ou l'autre des défis, puisque les choses vous seront détaillées ensuite lundi 14, lundi 21 et lundi 28 mars. N'hésitez pas à lever la main ou à ouvrir votre micro directement. Allez, qui se lance? Ben moi, je vais bien ajouter, Jacques, un petit point complémentaire. Allez-y. On pourrait aussi dire que pour nos collectivités, Bigoud, ça a été l'occasion de découvrir toute la démarche de créativité d'une start-up, de nos start-up, Nextérité et Néo, parce qu'on a découvert en fait tout ce qui était une démarche centrée utilisateur, une démarche centrée données. On a vu, on a touché, rencontré tout cet univers de l'idéation, de l'expérimentation, du prototypage, de l'expérimentation, de passage à l'échelle. Tout ça, c'était assez nouveau pour nous-mêmes dans nos collectivités. Et tout l'intérêt du programme européen, c'était d'avoir cet accompagnement technique avec le LIST, entre autres, et puis les autres partenaires, et puis ces startups. Et je pense que tout ce contexte-là, ça a été une formidable chance pour nos collectivités de créer du service numérique, de l'usage directement au public, à la population et à nos services en interne. Donc ça a été quand même assez exemplaire, et puis une réussite pour pouvoir multiplier un bouquet de services numériques à venir pour nos collectivités, à notre population. Merci Nadine. Je me tourne vers Sandrine Gérard. Est-ce que vous pouvez peut-être nous relater de façon très concrète, soit à travers des exemples, soit des éléments de méthode, comme vous le souhaitez, ce que M. Turki a appelé tout à l'heure la mise en place d'un marketplace de données improvisé? Comment est-ce que ça s'est passé, cette démarche d'aller, alors vous nous avez expliqué le SAMU en situation de crise, d'autres acteurs, comment concrètement s'est organisée cette démarche d'aller vers des producteurs de données ou des producteurs supposés de données pour taper à leur porte, pour leur expliquer qu'il y avait un projet de mutualisation, de partage de données qui se mettait en place? En fait, pour répondre à la question, je vais plutôt m'appuyer sur Safer Road, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, donc c'est les routes plus sûres. On est allé chercher de la donnée, parce que Slim a beaucoup parlé de quantité de trafic. Donc, l'autre défi, c'était vraiment d'aller chercher de la donnée qui était en open data. J'en ai parlé un peu sur accidents corporels, et surtout de la donnée qui venait de sociétés privées. Donc, je sais que c'est l'enjeu l'objectif d'un autre webinaire, mais dans Safer Road, on est allé, donc la gendarmerie, pas de problème, c'est le secteur public, on est allé rencontrer Coyote finalement, et un assureur et un assisteur, et le sujet de Safer Road a été de faire parler toutes ces données complètement hétérogènes. Et donc le département a porté cet enjeu-là, parce qu'on avait l'enjeu sécurité sur les routes, et c'est notre premier enjeu à nous, collectivités. Mais on avait besoin d'aller chercher de la donnée, et pour ça,
on a capté la donnée assureur, assisteur. Alors, l'assisteur, c'est celui qui va chercher la voiture quand elle est accidentée où qu'elle soit, hein. Mais en tout cas, il apporte une donnée très précise et très fiable sur l'ensemble du réseau routier. Donc, on est allé chercher cette donnée. L'assureur, il a vu son intérêt. Donc, il est resté partenaire du projet Safer Road pendant 4 ans. Hein. Coyote, qu'on est allé voir avec la gendarmerie, il a vu tout de suite l'intérêt, nous a bien dit que on a signé une convention avec eux gratuite, mais il nous a bien dit, vous vous rendez compte de ce qu'on vous offre, parce que la donnée que nous, on vous donne, c'est notre richesse, en fait. Hein. Donc, on était sur un partenariat conventionnel d'1 an avec eux, mais ils y ont vu l'intérêt pour après développer de nouveaux services pour leurs abonnés ou leurs clients sur l'aspect prévention et conduite plus sûre sur la route. Mais l'enjeu de Safer Road a été vraiment de prendre la donnée d'assisteur qui, lui, travaille sur une route, un assureur qui travaille avec la donnée de son assureur, nous, département avec des PK. Donc, le gros sujet de Safer Road, c'était de faire alors je ne sais pas si c'est ça le marketplace, mais en tout cas, de construire une plateforme de données qui apporte du prédictif après. Mais l'énorme travail a été de déconstruire ces données et de reconstruire quelque chose qui soit complètement, comment dire, c'était la tour de Babel, quoi. Hein, voilà, on construit après une donnée, une appli et les données se correspondent. Une donnée d'assureur va aller s'incrémenter sur notre référentiel à nos routes. Voilà. Donc, Safer Road était pour ça très intéressant. Donc, le département l'a porté pendant 4 ans avec des financements européens. On voit que ça apporte une connaissance très fine, nous, sur notre réseau routier des accidents matériels. Mais est-ce que c'est au département de continuer à financer, à porter cette direction-là et cet objectif de améliorer le prépositionnement des forces, apporter un assureur de la connaissance sur la dangerosité d'une route pour après sa sinistralité, ou etc. Voilà. Donc, Safer Road est porteur de gros enjeux plus que la quantité de trafic, parce qu'au quantité de trafic, on est vraiment, ça vient d'un sujet de sécurité publique, d'un vrai enjeu sociétal, comme disait Slim, et d'une gestion de crise qui nous concerne tous, collectivités. Safer Road, ça porte d'autres enjeux. Et donc, le département, pour l'instant, Safer Road, on en est, ce deuxième défi là, du projet Be Good, pour l'instant, il est posé. Voilà, il faudra aller refaire des partenariats avec Coyote, avec l'assureur, avec l'assisteur. Voilà, parce que l'enjeu, c'est vraiment est-ce que la collectivité publique doit financer un système ou une plateforme de données qui vient permettre à d'autres privés de vendre du service davantage. Donc, pour l'instant, ce projet est posé. Voilà. Merci, c'est extrêmement intéressant. On va creuser au fil des webinaires qui suivent des dimensions juridiques liées à l'innovation, également des dimensions systémiques, de méthodes, de partenariat public-privé. Cette question du financement est importante. Une question qui nous est posée directement par un message dans le chat. On a présenté, c'était un peu l'objectif ce matin, de façon un peu globale, le projet Be Good et ses 3 défis. On n'a pas parlé financement, vous l'avez évoqué là, Sandrine, mais concrètement, pour les personnes qui nous suivent, est-ce qu'on peut savoir ce que les financements européens ont apporté? Alors, soit un chiffre global sur les 3 défis, soit défi par défi. Je ne sais pas qui souhaite ou qui peut répondre sur les financements européens. Je vais prendre la parole, du coup. Alors, Slim en a parlé, hein, les subventions européennes, c'est 60% de financement, et ça finance, alors en termes, nous, département, on était à hauteur de 500 000 dans le projet, hein, notre budget, et ça finance à la fois, ce qui est intéressant, à la fois du salaire d'équipe, c'est-à-dire c'est une équipe mobilisée, je sais pas, sur Be Good, il y avait Marina Aletti, il y avait derrière pas mal de gens experts de la donnée. Ça finance 60% de ces équipes-là. Ça vient financer aussi de l'acquisition, pas d'Be Good, pas trop, mais voilà, 60%. Après, voilà, en net, 52%. Pour répondre entièrement à la question qui nous est posée, donc 60%, ça c'est le financement européen, 60% de 500 000 € pour le département et pour la métropole. Oui. C'est à peu près pareil, je crois, mais Nadine va Nadine, votre micro, Nadine.
Pardon. Nadine. Oui, pour Orléans Métropole, pour les 2 défis, c'était de mémoire 685 000 € à peu près, avec 60% effectivement de financement européen. Mais donc il y a beaucoup de temps humain interne de la collectivité qui est prise en charge dans ces financements. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une partie de financement correspondant à des dépenses d'investissement qui sont des beaux tickets pour les startups qui ont œuvré, Nexterité et Néo. Très beaux tickets quand même qui leur ont permis de développer leurs services numériques et puis aussi de recruter et d'embaucher plusieurs personnes. Donc, ils ont recruté sur notre territoire deux CDD, par exemple, pour Eneo. Donc, c'est quand même, je pense, des démarches extrêmement intéressantes, à la fois pour la collectivité, mais également pour les jeunes entreprises innovantes. Ça sera le cœur du prochain webinaire. J'ajoute juste, Jacques, que Nexterité, notamment grâce à Continuité de Trafic, a réussi à trouver un marché à La Réunion, va vendre sa solution à Bruxelles. Donc, et c'était vraiment le cœur de Bigoud. Slim l'a dit, vraiment, c'est démontrer que l'utilisation de l'open data, avant tout, mais pas que, et vous verrez dans les autres webinaires que voilà, il y a de l'open data, mais il n'y a vraiment pas que ça. Ça crée et ça permet de développer de nouveaux services et à des petites startups, PME, d'aller s'étendre. Et Nexterité nous a bien dit, elle le redira, que grâce à Bigoud, alors elle a développé tout un nouveau service qu'elle a vendu finalement pas très cher et qu'elle va ensuite aller redévelopper, ajuster, améliorer un peu partout sur la planète. Là. La Réunion, Bruxelles, c'est quand même pas la porte à côté. Nous aurons Edith Nuss, la présidente de Nexterité, avec nous dans le prochain webinaire. Slim Turki, vous souhaitiez rebondir sur ce qui a été dit. Jacques aussi. Pardon, vas-y. Oui, je voulais finir pour dire qu'effectivement, au travers de Bigoud, on a eu la chance, Orléans Métropole, d'avoir été élu territoire innovant au Forum des Interconnectés la semaine dernière. Nous avons présenté, Vanda Turkcey a présenté en fait le projet Foxtrot qui répondait à tous les critères justement d'innovation citoyenne entre autres et d'innovation technologique. Voilà, donc une belle reconnaissance pour tout le partenariat Bigoud des collectivités d'Orléans Métropole et du département du Loiret. Ne donnons pas tout de suite tous les résultats. Il faut que nos invités aient envie de regarder les autres webinaires. Je vous propose, Nadine, que vous reveniez dans le dernier webinaire où Vanda qui a porté le projet avec le trophée pour le montrer à tout le monde. Monsieur Turki, c'est à vous. C'était presque pour conclure. En fait, j'avais dit qu'on avait commencé Bigoud avec dans l'esprit, on a la directive Open Data et la directive sur la passation des marchés publics en se disant l'Open Data toute seule ne suffit pas, il va falloir qu'on stimule. Dans ce qu'a dit Sandrine par rapport aux difficultés rencontrées dans Safer Road, en fait, ça nous amène au contexte actuel. Nous n'étions pas encore outillés pour ce type de projet. Avec la directive européenne de 2020, on reconnaît que la valeur de la donnée n'est pas seulement, c'est pas la donnée publique qui va apporter la valeur, mais c'est sa combinaison avec de la donnée privée, entre autres celle bref, les données à utilité publique, privées à utilité publique, plus la donnée personnelle. Donc, si nous amène actuellement au cadre des European Common Data Spaces, les espaces européens de données, et tout l'outillage en termes d'infrastructures et d'outils de gouvernance qui sont en train de se mettre en place, d'être organisés, qui pourront supporter des solutions telles que Safer Road ou des données de l'acquisition de logis venant du privé, du public et peut-être des données personnelles, peuvent transiter, peuvent être exploitées et trouver un business model durable. Voilà. Merci. Nous aurons certainement l'occasion d'en parler lors du 4e et dernier webinaire qui portera également sur ces éléments-là. Alors, avant justement de vous annoncer la suite du programme, je me tourne vers Monsieur Christian Braud. Est-ce que vous souhaitiez compléter, nous dire quelques mots de conclusion avant la fin de ce webinaire et la présentation du programme qui va suivre? Alors, on vous laisse ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Oui, voilà. Oui, quelques mots sur ce projet d'ensemble. Ce que je retiens, c'est l'intérêt global de ce projet où on est parti sur des questions concrètes.
On a parlé des inondations, on a parlé de la sécurisation des routes, on a parlé de la promotion du territoire, promotion touristique, intérêt patrimonial. À chaque fois, c'est des questions concrètes et ça a été réellement au sein d'une équipe française avec Orléans Métropole et le département, eh bien, réellement des réponses qui étaient là, qui étaient concrètes, qui ont été rapides, avec cette connaissance, comme a été évoqué par Nadine, je crois, du monde des startups et tout le travail qu'il y a eu avec elles, avec ces startups, et la création d'emplois au sein de ces startups. Je retiens aussi, et bien sûr, c'est les échanges au sein de ce projet européen avec les autres partenaires du projet Interreg. Et à chaque fois, c'était au moment des rencontres, c'était les présentations de nos différents cas qui peuvent être sur des thématiques totalement différentes, mais avoir un regard aussi d'autres partenaires sur ce que l'on proposait et de constituer là aussi une équipe et pouvoir avancer, faire avancer sur l'utilisation de ces données, de voir toute cette richesse de données, de voir qu'il y a des données qu'on n'imaginait pas et qui peuvent apporter beaucoup à ces réponses sur des cas concrets. Je ne retiens que du positif de ce projet et je crois qu'on peut tous en être fiers. Associer également Slim qui a été un élément important au sein de ce projet Interreg et derrière nous, je crois que réellement, eh bien, j'encourage tous les partenaires, tous les présents aussi aujourd'hui au webinaire, de suivre les prochains webinaires pour avoir plus de détails sur chacune des applications et sur l'expérience que l'on a pu vivre là et qu'on souhaite poursuivre sur d'autres domaines. Merci beaucoup, expérience que vous souhaitez poursuivre et que vous souhaitez partager également. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Certains d'entre vous ont eu la possibilité de suivre, je crois, quelques travaux que nous avons conduits par ailleurs qui mettaient en évidence le fait qu'une difficulté que nous avons en France sur tous ces sujets d'innovation, que ce soit à travers les territoires intelligents, l'utilisation de la donnée, tient au fait qu'il n'y a pas assez de lieux et de moments de partage dans le détail de ce qui a marché, mais aussi et surtout parfois de ce qui a été difficile, de ce qui a été délicat. Et la démarche à laquelle nous vous proposons de prendre part à compter d'aujourd'hui et pour 3 lundis encore, c'est une démarche de maintenant, nous allons rentrer dans le détail après vous avoir fait ce teasing et mis l'eau à la bouche aujourd'hui en présentant globalement le projet Bigoud. Eh bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet la semaine prochaine avec un temps qui sera consacré aux coopérations entre acteurs publics et acteurs privés. Pas simple dans l'innovation, pas simple dans les marchés publics, pas simple autour de la data. Nous aurons ensuite un 3e temps consacré à l'échange de données avec des partenaires auxquels on n'a pas toujours facilement accès, ou en tout cas dans des conditions qui ne sont pas toujours simples pour les collectivités. Et nous travaillerons notamment sur le cas de Waze avec la participation assez inédite en France sur ce genre d'événement d'un représentant à l'échelle de l'Europe et du Moyen-Orient du groupe Waze. Et puis, nous aurons un temps sur l'open data. Dans tous ces webinaires, nous aurons à la fois des témoignages de l'interne, des acteurs qui ont porté le sujet et également des intervenants externes. Le webinaire de lundi prochain, donc à la même heure, portera sur l'innovation et la data au sein du programme avec une large place qui sera faite aux startups qui ont été directement impliquées, avec notamment le président d'Eneo, Charles Moscovitch, et la présidente de Nextérité, Edith Nuss. La responsable de la commande publique du département du Loiret, Lucie Rébillon, sera également là parce qu'elle témoignera sur ce sujet compliqué de l'achat de prestations innovantes pour nos collectivités. Et nous aurons un témoin extérieur, l'avocate Sherazade Aboub, experte bien connue du droit de la donnée publique, mais aussi des contrats innovants au sein des territoires intelligents.
Il me reste à vous remercier, à remercier nos intervenants et à vous dire, selon la formule consacrée, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.